Mesdames et messieurs, vous êtes venus, cher Bénédicte Savoie, avec votre livre, confronter le jury du prix européen de l'essai de la Fondation Charles Vaillant à un concept qui semble à première vue diamétralement opposé à notre époque instable et de nouveau marquée par des guerres, la beauté. Vous intitulez votre essai « À qui appartient la beauté ?» Bien sûr, la question est rhétorique. La beauté n'appartient certainement à personne. Et pourtant, depuis le XVIIIe siècle, depuis l'invention des musées tels que nous les connaissons aujourd'hui, d'innombrables objets d'art ont été sélectionnés et exposés pour leur beauté, indépendamment de l'espace culturel d'où ils viennent. Vous le rappelez au début de votre essai, dans lequel vous racontez l'histoire du parcours que peuvent suivre les œuvres d'art. Cette histoire, vous la reliez à une réflexion sur la légitimité avec laquelle les archéologues et musées européens se sont appropriés les découvertes. Au début, la question de l'appartenance ne se posait même pas. Les pays, les musées, souvent aussi les individus qui avaient financé les fouilles et le transport, devenaient propriétaires des objets d'art. En effet, l'archéologie s'est développée en Europe et non pas dans les pays auxquels les Européens ont enlevé ainsi une partie majeure de leur patrimoine. Dès le début, les autochtones ont donc été exclus de la logique de la collection patrimoniale, constatez-vous. Derrière cela se cache l'arrogance des Européens. Ceux qui n'auraient pas la compétence pour reconnaître la valeur de leur propre patrimoine culturel n'auraient pas non plus le droit de s'en occuper. Les conflits autour de la légitimité de posséder ces œuvres d'art et les demandes de restitution se sont intensifiés autour des débats sur la décolonisation. Nous, les membres du jury, avons été séduits par l'intelligence du concept de translocation, ça a été déjà dit tout à l'heure, que vous utilisez pour désigner le parcours d'une œuvre d'art depuis le lieu où il a été créé, et trouvé jusqu'au musée où elle est désormais exposée. Vous associez le concept de translocation au changement de signification des œuvres. En d'autres termes, vous attirez l'attention sur leur ontologie variable. C'est une idée centrale de votre essai. Mais vous évoquez aussi le pillage d'œuvres d'art entre Européens, ce qui ajoute l'idée du rapport de force guerrier comme cause de la translocation avant même la colonisation, qui est bien sûr un rapport de force. La notion du le plus fort se sert court tout au long de votre livre. Alors vous présentez une richesse impressionnante de sources et de témoignages historiques sur la réception des œuvres. Comment les publics de musées réagissent-ils face à des œuvres d'art qu'ils ont l'occasion de voir, bien que, ou parce que, celles-ci ne proviennent pas de leur propre espace culturel? Comment réagissent-ils lorsqu'ils ne peuvent plus voir une œuvre parce qu'elle leur a été enlevée? Dans chaque chapitre, vous retracez minutieusement pour vos lectrices et lecteurs les étapes de la translocation d'une œuvre d'art depuis son lieu d'origine jusqu'au musée où elle est finalement exposée. La circulation d'une part et la restitution de l'autre façonnent de manière complémentaire le chemin entre enracinement et universalité. Un équilibre difficile à trouver entre attente, déception, espoir et pragmatisme.
C'est pourquoi vous ne niez pas l'effort scientifique des musées européens pour présenter à un large public des œuvres venant d'un espace culturel lointain. Vous évoquez l'enthousiasme, voire le processus d'apprentissage et d'éducation que ces œuvres ont suscité dans leur nouvel emplacement. C'est ainsi que vous montrez à vos lectrices et lecteurs que, déjà dans les années 1920, grâce au travail des scientifiques, un public international stupéfait s'émerveillait devant l'incroyable modernité des traits de visage du buste de Néfertiti et d'autres effigies de l'atelier Thoutmôsis à Tel al-Armana. Mais vous critiquez aussi vigoureusement l'inertie scientifique, par exemple celle des musées allemands, qui, jusqu'à quelques années encore, ne s'intéressaient guère aux trésors autour de la reine Bongba, qui restaient scandaleusement cachés dans leurs propres archives, invisibles au public. Et pourtant, il s'agit de sculptures volées au nom de la science allemande au roi Asongani, au Cameroun, par des criminels agents d'art allemands à la fin du siècle. Grâce aux efforts des musées à New York et à Paris, ces 20 dernières années, les scientifiques américains et français ont pu rendre ces trésors accessibles au public. Aujourd'hui, cher Bénédicte Savoy, avec votre équipe de la Technische Universität de Berlin et en collaboration avec des chercheurs de l'université de Jiang au Cameroun, vous recensez le patrimoine camerounais en Allemagne, mais aussi, et peut-être surtout, son absence et ses effets collatéraux au Cameroun. En effet, vous ne cessez de vous interroger sur l'effet désastreux provoqué par l'absence d'une œuvre sur son lieu d'origine. De manière impressionnante, même émouvante pour nous, le jury, vous décrivez ainsi un tout autre processus d'apprentissage et d'éducation. Il s'agit de celui des habitants du Bénin qui, face à leur propre patrimoine culturel, se demandent comment et dans quelle langue ils doivent s'adresser au statut du trésor royal qui leur a été rendu après 130 ans d'absence, notamment grâce au rapport Savoy. En 2022, les statues ont été vues au Bénin par plus que 175 000 personnes. Vous exigez que les musées cessent enfin de considérer les œuvres comme des objets de prestige en dissimulant leur passé et leurs origines. C'est ce qui amène, selon vous, l'artiste chinois Ai Weiwei à faire voyager à travers le monde son installation spectaculaire The Circle of Animals, Zodiac Head, œuvre qui reflète l'histoire tout aussi mouvementée qu'universelle des têtes de bronze du palais d'été de Pékin. Vous aspirez à une nouvelle répartition des œuvres qui permettent à leurs propriétaires d'origine de retrouver leur propre héritage culturel tout en le faisant circuler à l'échelle internationale. Pour mettre fin au spectre d'une appartenance exclusive, vous proposez de remettre en question le contexte d'une appropriation et établir ainsi un dialogue constructif avec le pays d'origine. Cher Bénédicte Savoy, vous occupez la chaire de l'histoire de l'art en tant qu'histoire culturelle à la Technische Universität de Berlin, à l'Université technique de Berlin. Dans le domaine de la restitution, vous êtes l'une des rares expertes de renommée internationale. La question de la restitution des œuvres d'art et l'insistance sur l'universalité de l'art revêt une importance capitale pour l'Europe. Pour vous, il est important de comprendre et de documenter l'histoire des translocations artistiques, en particulier pendant la période coloniale, et vous contribuez ainsi à promouvoir un dialogue transnational sur le patrimoine culturel. La question avec laquelle vous concluez votre livre
ne pourrait être plus fondamentale. Et combien de temps, demandez-vous, et combien de temps feindrons-nous d'ignorer en Europe que l'injustice patrimoniale, héritée du XIXe siècle, est l'un des très grands défis de l'avenir. C'est un grand honneur pour la Fondation Charles Vaillant de pouvoir vous décerner, cher Bénédicte Savoie, le prix européen de l'essai pour l'ouvrage à qui appartient la beauté. Le jury vous en félicite très chaleureusement.